Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur That Girl Podcast, qui est notre petite escapade hebdomadaire, au cours de laquelle on discute de sujets divers et variés qui sont calés dans un coin de ma tête. Mais vous connaissez le principe, je vous déballe tout ici. Alors déjà je m'excuse, parce que j'étais un peu absente ces derniers temps à cause de la vie d'adulte. Donc je pense que la plupart d'entre nous ici sait de quoi je parle. Et aussi l'épisode du jour, il a été retravaillé, alors qu'il avait déjà été tourné et monté. Du coup, ça m'a pris plus de temps. Et pour ça aussi, je m'excuse. Et j'en profite du coup pour vous rappeler que ce podcast, de base, je l'ai pensé comme étant une conversation entre potes, entre sœurs, entre copines. Et donc, j'attends toujours impatiemment vos commentaires et vos réactions à chaque épisode. Alors n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez tout reprendre depuis le début, on en est qu'au 3e, donc voilà, c'est pas un nombre si important que ça, mais quand même un petit peu. Du coup, je suis toute oui et je serai ravie de vous lire. Bon là, vous le voyez pas, mais j'essaie de faire le cœur avec les doigts comme les Gen Z là, mais on dirait que j'ai de l'arthrose, donc heureusement que vous ne voyez rien. Alors le débat du jour, de base, il est parti d'une blague, ok ? Je vous explique. J'avais des copines qui dormaient chez moi. Vous savez, petit sleepover, bien relax, bien chill. Et on parlait du sujet qu'on aime et qu'on déteste le plus au monde, c'est-à-dire les mecs. Et donc chacune racontait un petit peu ses déboires, donnait des anecdotes. Donc moi aussi du coup. Et là j'ai une copine qui se lance dans une gradation de la toxicité. Et à mon tour, je sais pas, elle me sort. Lydiane, toi, niveau toxicité, 15 sur 10. Et t'as toute l'assemblée. Bon, c'est vrai, on n'était que 4, mais bon. T'as toute l'assemblée qui dit « Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis en mode « Ha, 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 ha. Mais oui, bien sûr. » Genre, ok. Alors, je précise, hein, ça m'a pas du tout piqué, soyons clairs. Je leur en veux absolument pas. C'était l'ambiance de la soirée. Mais avec du recul, ce qui m'a interpellée, c'est justement le fait que ça ne m'ait pas choquée. Genre, je n'ai pas été outrée qu'on me dise que je suis toxique. Et même très toxique parce que 15 sur 10, limite je suis le boss du dernier niveau de la toxicité quoi. Genre Bison dans Street Fighter. Comme si quelque part, ça faisait partie de moi et que je m'étais totalement acclimatée à la chose. Pourtant, je suis la première à identifier les comportements toxiques chez les autres. À dire qu'il ne faut pas les négliger, à essayer de trouver des solutions pour en venir à bout, alors que je suis littéralement l'Hokage de la toxicité. On pourrait dire dans un langage très fleuri que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Du coup, je me suis interrogée sur ces traits toxiques qui ont fini par se greffer à ma personnalité, sur pourquoi et comment ils sont arrivés là, et comment finalement m'en détacher parce que, on va pas se mentir, c'est pas glamour d'être toxique, c'est pas chouette. Ça c'est dit. En tout cas, bienvenue dans cet épisode spécial autoflagellation. Installez-vous, le popcorn est gratuit. Bon, je vous épargne le suspense, je n'ai pas non plus 150 milliards de traits toxiques. Peut-être 2, 3 qui sont plutôt tenaces et que j'ai rencontrés tout au long de ma vie et pas seulement sentimentalement parlant. Donc comme d'habitude, on va faire les choses bien. D'abord, je vais identifier oralement les traits toxiques en question. Ensuite, je vais expliquer grosso modo dans quel contexte de ma vie je les ressors. Tenter de comprendre pourquoi ils sont là. Et enfin, comme je l'ai dit tantôt, essayer de trouver comment les atténuer au mieux ou les éliminer de ma life, une bonne fois pour toutes. On va essayer ensemble, voilà, c'est un exercice, on va le faire ensemble. Alors avant de commencer, s'il y a une chose que vous devez savoir sur moi, en plus de tout ce que je vous ai déjà raconté, c'est que je mets particulièrement l'accent sur la verbalisation des sentiments et des émotions. Parce que pour moi, c'est une façon de les matérialiser en griffe, de leur donner vie en quelque sorte. C'est une façon d'en prendre réellement conscience et de mieux les gérer. Je vous donne un exemple tout bête. Quand je suis triste par exemple, j'ai aucun mal à ouvrir ma bouche et à dire « Oh là là, qu'est-ce que je me sens triste aujourd'hui ?» ou « Purée, qu'est-ce que je me sens triste ?» Enfin, je l'exprime quoi. Et de là, je commence à m'auto-questionner, toujours à l'oral, en me disant « Mais pourquoi je me sens triste ? Qu'est-ce qui en est la base ? Comment je vais faire pour aller mieux ? Est-ce que je dois aller parler à quelqu'un ou est-ce que je pense que je peux gérer ça toute seule ? Enfin bref, je pense que vous avez un peu la vision de la folle du bus. C'est un peu comme si j'étais chez le psy ou à l'église pendant la confession. Et ça fait que j'arrive à prendre du recul sur certaines choses une fois qu'elles ne sont plus seulement dans ma tête et que ma bouche a réussi à les sortir de mon esprit. Enfin bref, on s'égare un peu du sujet, c'était pour vous donner le contexte. Mais bon, voilà, je vous ai déjà dit que je parle beaucoup, donc vous êtes habitués. Du coup, on se lance dans le vif de notre sujet. Alors, le premier trait toxique, le big boss, que tous mes proches
peuvent vous dire de moi, les yeux fermés, c'est que je suis impatiente. Mais impatiente! Je suis impatiente. Les gars, j'ai plus le temps. Mais quand je dis que je n'ai plus le temps, c'est une dinguerie. Si j'attends un truc et que je ne l'ai pas dans le délai imparti dans mon cerveau là, I quit. I left the chat. Et ce trait-là, je le ressens encore plus dans ma vie sentimentale. Alors, il y a quelques temps, je parlais à une pote d'un gars que j'aimais bien et tout, et bref. Elle m'a sorti, profite bien. De toute façon, dans 2 semaines, tu seras passé à autre chose. Et là, j'avoue, ça m'a un peu piqué. Ça m'a un peu piqué, donc j'ai réagi en mode mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu sous-entends? Et elle m'a sorti. Ah, ça m'a piqué, ça me fait mal de le dire. C'est vrai, la vérité fait un peu mal. Hein. La vérité fait un peu mal. Donc, elle m'a sorti. Tu n'as pas de patience en général. Tu es dans les émotions à chaque fois et donc finalement, ça dure jamais. Mais après, avec le recul, on se rend compte que c'était peut-être pas forcément des bons gars. Mais toi, en tout cas, c'est toujours toi qui prends l'initiative en fait. À partir d'un moment, tu vas te dire oui, je t'aime bien. Mais dans 2 semaines, c'est bon, je suis passée à autre chose. Donc, bon, vous avez deviné que elle et moi, on n'est plus amis du coup. Non, je rigole. Mais en tout cas, ce qu'elle a dit, ça m'a fait réfléchir au pourquoi de la chose. Genre, pourquoi je suis si impatiente? Pourquoi je fais vivre tous ces rebondissements à mon cœur? Simplement parce que j'ai écrit à 17h40 et qu'on m'a répondu à, je sais pas, 23h12. Et donc, j'étais là, je réfléchissais. Et tout ça, ça m'a ramené en arrière. Ça m'a ramené à mes 6 années de relation entre griffes perdues, qui ont elles-mêmes été précédées de 4 années de relations qui sont aussi parties dans le vent. Parce que oui, il y a peu de gens qui sont au courant, mais j'ai été en couple de mes 19 ans à mes 29 ans pratiquement. J'ai été en couple pendant 10 ans de ma vie. Donc j'ai expérimenté la patience. J'ai expérimenté la remise en question. Le sentiment de se dire c'est long, ça met du temps, je sais pas où je vais, j'ai l'impression que je fonce dans le mur, mais j'attends. Est-ce que je sens quelque chose venir? Non. Est-ce que je vois les choses évoluer? Non. Mais j'attends. Et un jour, on en arrive tous à notre point de rupture. Parce que tout le monde a ses limites et tout le monde sait qu'à un moment, la corde, elle va casser. Mais alors qu'on ne sait pas quand, au lieu d'y faire plus attention là tout de suite, on se dit qu'on a le temps. On se dit, je peux pousser une personne jusque dans ses derniers retranchements. Je peux lui faire de la peine, je peux la heurter, alors que je ne connais même pas sa limite. Ou alors je la connais, mais je me dis qu'elle saura la repousser aussi longtemps que possible. L'impatience qui survient après une longue période d'attente, c'est pas nécessairement un caprice. Et je répète, l'impatience qui survient après une longue période d'attente. Après, chacun a sa notion de longue. Hein. Peut-être que pour toi, 6 mois, c'est long. Quelqu'un d'autre te dira que 5 ans, c'est déjà pas mal. Mais on a tous une limite à quelque chose dans la vie. Moi, par exemple, je suis très patiente en amitié. Franchement, je laisse passer beaucoup de choses. J'accepte beaucoup de choses. Mais en amour, beaucoup moins. Je ne suis pas, mais alors pas du tout, partisane du « c'est mieux que rien ». Non, c'est mort. C'est mort. Hors de ma vie avec ton bare minimum là. Moi, en amour, je donne tout. Donc, je mérite tout. C'est comme ça. Et parce que pour moi, on attend quand on sait que quelque chose arrive. Quand on a des signes évidents que ça vient. Pourquoi donc devrait-on attendre quelque chose quand notre intuition et parfois même l'effet extérieur nous prouvent que rien ne vient? Genre, t'attends quoi? Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui vient. C'est un peu comme demander à quelqu'un d'attendre le dernier bus de minuit 30 alors qu'il est genre 2h45. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, l'impatience, ça peut être vu comme un mécanisme de défense en fait. C'est comme une façon de récupérer le temps qu'on essaie de nous faire perdre parce qu'on a déjà perdu du temps avant. Et c'est une manière de dire à l'autre, ce n'est pas toi qui décides d'à quel niveau je dois positionner ma limite. Après, je ne dis absolument pas que c'est une qualité, mais pas du tout. Soyons bien clairs, sachons être nuancés dans nos propos. Je dis juste que l'impatience, elle est parfois justifiée par des faits intrinsèques au vécu de la personne. Cela étant dit, comment faire pour ne pas passer à côté de notre vie parce qu'on veut tout de suite? Très bonne question. Avec le temps, j'ai pu acquérir, je pense, un certain niveau de maturité qui m'a aidé à prendre du recul et à mettre en place certains mécanismes pour limiter les dégâts de mon impatience. D'abord, la chose que je ne manque plus de faire, c'est de rester honnête avec moi-même et d'exprimer clairement ce que j'attends. Littéralement, je dis ce que je veux.
Pas de faux compromis, pas de let's go with the flow, ou alors ce n'est pas le profil que je recherche, mais ça viendra peut-être avec le temps. Non, il faut être clair sur ce qu'on souhaite et aussi sur ce qu'on ne veut pas. Il faut dire ce qu'on ne veut pas. Oui, ça peut faire peur. On peut passer pour la psycho-rigide de service. Moi, personnellement, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Par exemple, tu rencontres une personne, vous vous demandez ce que vous recherchez l'un et l'autre, tu dis « Je recherche une relation saine, avec un engagement sincère, avec de la stabilité, avec de la confiance, etc. » Enfin, tu connais le package. Je veux un ou une partenaire financièrement stable, émotionnellement disponible, qui a le sens de la famille, etc. Ou alors, à contrario, je ne veux pas de sérieux ou de relations exclusives. Je ne veux pas d'une personne qui sera absorbée par son travail ou de quelqu'un qui sort tous les week-ends avec ses potes ou ses copines. Je ne me vois pas avoir d'enfants plus tard. Je ne veux pas de quelqu'un qui n'aime pas voyager. Enfin, vous avez compris. Il faut pouvoir dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc, pose-toi au calme dans ton canapé, n'importe où, juste au calme, ça suffit. Prends une feuille, un stylo, un crayon. Dresse la liste de tes pour et de tes contre. Ça te permettra déjà toi-même de placer tes priorités sur tes négociables et tes non négociables. C'est-à-dire, ça, je peux, ça, c'est mort, ça, c'est à voir. Et je te jure, ça fera un très grand tri dès le départ parce que tu seras connecté à l'énergie de ce que tu désires et tu attireras moins ce que tu ne désires pas. Si tu me connais, tu sais que je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Pour moi, tu attires à toi ce que tu dégages. Et si tu dégages de l'incertitude, tu attireras encore plus d'incertitude qui va nourrir ton impatience. Je suis en train de vous dire ça, alors que moi-même, je ne sais littéralement pas où j'en suis. Enfin bref, heureusement que vous êtes là pour me rappeler d'écouter mes propres conseils en fait. Aussi, pour moi qui suis croyante, je sais que la patience, c'est une vertu biblique. Parce que dans la Bible, il est dit dans le verset 1 Corinthiens 13, 4 à 7, « L'amour est patient ». Le verset, il commence en disant « L'amour est patient ». Ça veut tout dire en fait. C'est une très belle qualité à avoir, la patience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura forcément des choses sur lesquelles négocier avec ton ou ta partenaire. Si vous savez déjà dès le départ définir vos oui et vos non, vous saurez être patient sur vos peut-être et sur le reste. Ensuite, ce qui m'aide à gérer mon impatience aussi, c'est mon empathie. Parce que d'aussi longtemps que je me souvienne, moi j'ai toujours été très empathique. Je sais me mettre à la place des gens. Parfois, il faut prendre du recul. Il faut sortir du cadre. Il faut prendre de la hauteur. Même pas forcément par rapport à l'autre. Parce qu'au bout du compte, on va pas se mentir, il y a certaines personnes qui ne méritent même pas qu'on pense à elles. Et aussi, ça peut être même contre-productif de penser à la place de l'autre. Mais il faut toujours se poser cette question-là. Est-ce que j'aurais apprécié qu'on me fasse pareil ? Est-ce que moi, je mériterais qu'on me traite de la sorte ? Est-ce que pendant que moi, je suis en train de me demander encore peut-être dans mon cerveau si j'aime bien un gars, lui, il décide là-bas de son côté que « Vas-y, ça fait 2 semaines que je réfléchis, il veut plus me parler. » Est-ce que je mérite ça ? Non ! Donc, on essaie de s'améliorer. On ne va pas troquer notre bonne âme à cause de quelques fous de la street. Ce serait leur accorder un pouvoir et une importance qu'ils ne méritent tout simplement pas. Donc, toujours la communication. Il faut communiquer, c'est important les amis. Alors maintenant, on va aborder le deuxième trait toxique qui me pourrit littéralement la vie et qui est un vrai poison. Je vous jure, c'est un poison dans ma vie. C'est ma tendance à m'auto-saboter, toute seule comme une grande. Et ça dans pratiquement tous les domaines de ma vie, ça par contre. C'est pas que dans la vie amoureuse, c'est pratiquement dans tous les domaines de ma vie. Moi, je suis la championne, toutes catégories confondues, du self-sabotage. Et je ne rigole même pas. Déjà, petite pétition pour tous les overthinkers qui m'écoutent. Coucou les copains. Ça vous dit pas, on crée un club pour se consoler en allant faire de la peinture, ou en allant lire des livres, ou faire des trucs pour arrêter de réfléchir 2 secondes, quoi. Est-ce qu'on peut se soutenir pour éteindre nos cerveaux rien que 2 secondes ? En fait, je sais même pas comment l'expliquer. Parce que j'ai naturellement confiance en moi, en mes compétences. I know my worth. Genre, je sais de quoi je suis capable. Je sais tout ce que je suis capable d'accomplir. Mais en même temps, je me trouve jamais assez bien. Ou ce que je fais, pour moi, c'est jamais à la hauteur. Raison pour laquelle, vous écoutez l'épisode avec 1 semaine de retard déjà. My bad, I'm sorry. Et en fait, l'effet que ça produit, je connaissais pas le nom, mais j'ai découvert dans un podcast dernièrement, et en anglais, on appelle ça The Perfection Paralysis.
que je peux traduire par paralysie de la perfection. C'est-à-dire que tu veux tellement bien faire, tu veux tellement que tout soit carré, qu'au final, tu ne fais rien. Et je sais qu'on est tellement nombreux à qui ça arrive. On a tellement peur de se tromper, de mal faire ou de juste pas obtenir le résultat qu'on souhaite qu'on est simplement, entre griffes, paralysé. Tu sais au fond de toi que tu as toutes les compétences requises pour ce boulot. Tu sais qu'avec le talent que tu as dans ce domaine, tu vas cartonner si tu te lances. Ou alors tu sais qu'avec ce mec ou cette fille, ça pourrait forcément coller parce que tu le sais au fond de toi, ton intuition te le dit. Mais tu as tellement peur de te casser la gueule ou de décevoir les gens que tu ne postules pas à ce taf. Tu ne lances pas ce business qui te tient tellement à cœur. Tu fais l'autruche quand la personne que tu aimes t'avoue ses sentiments. Tu ne mets pas en ligne ce podcast alors qu'il a déjà été tourné et édité. Et oui, là c'est clairement la voix dans ma tête qui nous sermonne tous. Alors pourquoi on s'auto-sabote de la sorte ? Selon moi, le self-sabotage, j'essaie de parler comme les anglophones, je ne sais pas du tout si c'est le bon accent, mais quand même je pense que vous avez compris. Le self-sabotage, c'est juste la conséquence actuelle de ce que j'ai appelé en griffe le syndrome de l'enfant moyen. Bon, je ne suis pas Sigmund Freud, donc je vais vous expliquer ma théorie, bien évidemment. Alors pour moi, si aujourd'hui, on a vite tendance à se dire qu'on n'est pas assez bien, c'est parce que quand on était enfant, on nous a toujours dit « tu peux mieux faire ». Alors, oui, c'est bien de dire ça, mais le problème avec le « tu peux mieux faire », c'est que on ne nous a pas fait comprendre que ce qu'on avait fait, c'était déjà bien. Donc toi, dans ta grosse tête d'enfant, tu te dis « ah, c'est pas bien, donc je vais en faire plus ». Et quand tu grandis, tu veux toujours en faire plus alors que ce que tu fais, c'est déjà pas mal. Parce que dans la vie, il y a toujours mieux que toi. Tu te mets en tête que ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que de toute façon, il y aura toujours mieux. Et donc, même si ce que tu réalises, c'est déjà très honorable, tu trouveras que tu peux mieux faire. Avec là, 2 cas de figure. Soit tu en fais trop, quitte à te ridiculiser parfois. Soit tu ne fais rien, comme c'est mon cas, et tu laisses passer les opportunités. L'auto-sabotage, c'est un trait toxique qui est particulièrement vicieux et destructeur parce que c'est littéralement toi qui te retourne contre toi-même. C'est ton état de pensée qui agit contre toi. Et c'est hyper difficile d'en sortir, je vous le confirme. Je suis toujours dans ce combat intense entre le « je sais que c'est fait pour moi, je sais que je peux le faire, je sais que je suis capable » et le « je n'y arriverai jamais, je ne le mérite pas ». Pour vous donner un exemple, comme d'habitude, dites-vous qu'il m'a fallu 1 an pour me dire que je méritais vraiment mon travail actuel. C'est pas une blague. Genre pendant 1 an, à chaque fois que ma responsable me convoquait pour une réunion, je pensais que c'était pour me virer. Dites-vous, lors de mon entretien professionnel à la fin de l'année, quand j'ai expliqué un petit peu comment je voyais ma tâche, comment s'était passée l'année, elle me regardait avec des grands yeux en fait, parce qu'elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Et à la fin, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous pensez ça de vous-même alors que vous faites du bon boulot ? Genre, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes nul ? Pourquoi est-ce que toi-même tu penses que t'es nul alors que personne t'a dit que t'étais nul ? T'es là toute seule, tu psychotes à croire que t'es nul alors que tu fais du bon taf. On n'est jamais venu te dire qu'on va te virer. Mais t'es là toute seule, comme une psychopathe, tu crois qu'on va te virer ? Non, c'était trop. Alors qu'entre-temps, j'avais reçu une prime et une augmentation. Mais vraiment, moi je suis vraiment la folle du bus que je pense être. Bien évidemment, l'argent m'a fait retrouver la raison. Mais plus sérieusement, je me suis posé une seule question. Je me suis demandé, Lydiane, pourquoi est-ce qu'il te donnerait de l'argent ? Ou pourquoi est-ce qu'il te mentirait sur ton travail si tu fais du mauvais boulot ? Sérieusement, quel intérêt aurait ton employeur à t'augmenter si tu fais littéralement de la merde ? Non mais vraiment, il faut toujours se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on me dirait que je suis géniale si je ne suis pas réellement géniale ? Pourquoi est-ce que les retours sur ma dernière vidéo, mon dernier réel ou mon dernier podcast seraient positifs si c'était littéralement du caca de chat ? Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions et qu'il faut suivre son intuition. Parce que l'intuition ne ment jamais. Mais de toi à moi,
on est tous d'accord sur un truc, c'est que les gens ne pensent qu'à leur intérêt. C'est chacun pour sa poire ou pour sa pomme. Je sais plus comment ça marche, tout ça. En tout cas, c'est chacun pour sa gueule. Si ce que tu fais ou ce que tu apportes à leur vie n'est pas arrangeant pour eux, ils ne te diront pas que c'est bien pour tes beaux yeux. Donc quand ton boss te dit que tu bosses bien, c'est que tu bosses bien parce que tu lui rapportes de l'argent. Et si t'es pas sûr de ce qu'il te dit, si t'es pas sûr de ça, tu peux essayer d'orienter la remarque en fait. Tu peux demander sur quoi ça porte, si c'est sur ton temps de rendement, si c'est sur ta disponibilité pour certaines missions, si c'est sur la qualité du travail rendu, etc. Enfin, ces petits aspects-là t'orienteront sur les belles qualités que tu possèdes et dont tu doutes. Si on te dit que tu es une personne merveilleuse, si on te dit qu'on t'aime, qu'on te trouve exceptionnel, extraordinaire et que tu en doutes, tu peux demander à la personne de te citer les moments où elle a le plus senti. Genre, à quel moment est-ce que tu m'as trouvé extraordinaire ? C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose et que tu t'es dit « Waouh, je l'aime vraiment ». Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me trouves merveilleuse ? Il faut pouvoir demander, il faut pouvoir le dire quand on est dans le doute. Et laisse-moi te rassurer, en tant que la grande sœur que je suis naturellement pour tout le monde, ce n'est peut-être pas parfait. Tu n'es peut-être pas parfait ou parfaite, mais personne ne l'est finalement. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as accompli ou ce que tu es en train d'accomplir ou que tu veux accomplir, mais dont tu doutes, c'est déjà très très bien. C'est très bien. C'est énorme. Et surtout, c'est unique parce que personne ne fera jamais comme toi. Personne n'aura jamais ta créativité. Personne n'aura jamais ta passion. Personne n'aura jamais ton génie. Personne n'aura jamais ton état d'esprit. Ça pourrait être mieux, effectivement. Mais ça pourrait être pire aussi. Mais ça ne sera jamais comme ce que tu es ou comme qui tu es. Et sache que tu es déjà très bien comme tu es. On est souvent nos premiers juges. Et c'est difficile de se dire qu'on fait bien quand on nous a toujours laissé sous-entendre que ce n'était pas assez bien. Mais il faut qu'on soit plus doux et plus compatissant envers nous-mêmes. Et puis au pire, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Donc, il faut croire en toi, il faut croire en tes capacités. Et surtout, il faut prendre en considération les avis extérieurs, les retours de ceux qui t'entourent et qui voient en toi le potentiel que tu ignores. Finalement, on a tous des traits toxiques. Certains qu'on développe contre les autres et d'autres qu'on va développer envers nous-mêmes. Et même si certains sont très forts pour faire semblant que tout va bien, qu'ils ont fini par les accepter, au fond, on aimerait tous s'en détacher même si on ne le dit pas. Alors j'espère vraiment que tu sauras les identifier, en repérer la cause, mais surtout guérir de ces maux qui, qu'on le veuille ou non, sont juste les résultats de beaucoup de nos traumas refoulés. Nous sommes à la fin de cet épisode qui, ma foi, est un peu plus long que d'habitude, je l'avoue, mais je me devais de me rattraper après avoir disparu comme une poule mouillée. En tout cas, n'hésite pas à liker et partager le podcast, à venir me follow sur les réseaux sociaux, Instagram, thatgirl.pod pour le podcast et Lizone, mon compte personnel, et à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce petit moment en ma compagnie. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau débat sur That Girl Podcast. Ciao!